La petite fille rentre de l'école avec la tête rasée. Voyant cela, sa mère prend une décision. Mathilde laissa échapper un soupir, sa voix emplie de déception tandis qu'elle contemplait les champs vallonnés à travers la fenêtre où les vaches paissaient et les balles de foin étaient dispersées comme des points sur une peinture champêtre. Margot, sa mère, détourna les yeux de l'écran brillant de son smartphone et suivit le regard de Mathilde vers l'extérieur. « Peut-on vraiment avoir Internet dans un endroit comme celui-ci » demanda Mathilde, montrant son inquiétude. « Bien sûr, chérie, j'ai vérifié 2 fois, assura Margot. Il y a une excellente école là-bas. J'ai pris le temps de faire des recherches et ce n'est pas seulement une question d'apparence, leurs résultats scolaires sont incroyables. Tu peux avoir confiance en la qualité de l'éducation, corrigea Margot avec tendresse, esquissant un sourire. Mathilde comprit l'inquiétude de sa mère face à la situation inattendue dans laquelle elle se trouvait. Elle partageait l'anxiété quant au changement abrupt, laissant derrière elle des amis chers et la ville animée pour déménager dans un petit village éloigné. C'était un défi pour les deux. À leur grande surprise, la réalité de Puerta del Sol surpassa les sombres attentes de Mathilde. Bien que petite, la ville offrait toutes les commodités essentielles pour une vie confortable. La future maison de Mathilde et Margot était charmante, un petit nid pittoresque qu'elles trouvèrent parfait. Mathilde choisit son coin immédiatement, avec son propre espace personnel. Son humeur s'améliora un peu, habituée à partager une chambre avec sa mère, voire parfois le lit. Avoir son propre espace semblait être une petite mais significative amélioration. Margot était satisfaite pour sa fille. Elle était déterminée à lui fournir tout ce qui lui avait été refusé dans son enfance. Après tout, Margot avait grandi dans un environnement de pénurie, avait été orpheline et avait été élevée dans un foyer d'enfants qui reflétait la dure réalité que l'on voit dans les films, repas rares, gardiens sévères et camarades conflictuels. C'était l'enfance de Margot, une petite fille exceptionnelle mais souvent ignorée par les parents potentiels qui venaient chercher un enfant à adopter. Elle n'était pas du genre à sourire doucement ou à montrer de l'affection aux étrangers, qui la regardaient comme s'ils choisissaient un chiot parmi une portée. En conséquence, elle voyait ses pères et d'autres enfants, aussi bien petits que grands, quitter le refuge avec leur nouvelle famille alors qu'elle restait en arrière. Personne n'a jamais connu ses parents biologiques ni n'a jamais expérimenté la vie dans une famille. Cependant, elle avait une conviction profonde selon laquelle la maternité devait être remplie de compréhension, de chaleur, de gentillesse et de générosité, l'idéal personnifié par une personne spéciale. Cette personne spéciale était Regina, la gardienne de l'orphelinat. Son amour profond pour les enfants et sa compassion pour leur situation étaient évidents dans ses actions. Margot, étant une enfant réservée et mélancolique, portait la marque du rejet sur son visage. Cependant, elle attira l'attention de Doña Regina, qui décida de lui montrer de l'affection. Elle entama doucement la conversation avec Margot, même si cela signifiait répondre à ses propres questions, étant donné la tendance initiale de Margot à être plus réservée. Un jour, un petit mais significatif événement toucha le cœur de Doña Regina. Ce n'était pas un changement radical dans sa relation avec Margot, mais quelque chose de plus émouvant encore. Après avoir nettoyé le couloir, Doña Regina partit chercher l'aspirateur, seulement pour découvrir qu'il n'était pas à sa place habituelle. Intriguée, elle fit ses premiers pas, pensant peut-être l'avoir laissé dans le salon, pour découvrir Margot en train de dérouler le câble de l'appareil, prête à le brancher. Doña Regina observa depuis l'ombre du couloir pendant que Margot mettait en marche l'aspirateur et commençait à nettoyer le tapis du bureau. Son cœur fut rempli de tendresse, ses lèvres esquissèrent un sourire de satisfaction. Cet acte de volontariat de la part de Margot était une récompense en soi. Peu de temps après, personne ne trouvait plus sa voix autour de Doña Regina. Elle devenait l'ombre de la gardienne, l'aidant dans ses tâches tout en posant des questions, et Doña Regina avait toujours des réponses. Un jour, Margot posa une question, « Regina, avez-vous une famille à vous ?» Doña Regina regarda Margot, son visage s'illumina d'un sourire chaleureux. Il lui fallut un moment avant de répondre, « Oui, ma chère, ce sont tous ses enfants. Vous êtes ma merveilleuse et douce famille. » Tes joues rougirent et un sourire de joie s'étendit sur ton visage. Les paroles chaleureuses de Margot voyaient en Doña Regina un modèle à suivre, et au fond, elle désirait que Doña Regina l'adopte, mentalement, comme sa mère. Cependant, elle n'eut jamais le courage d'exprimer ce désir, malgré le sincère désir de Doña Regina de l'adopter. Un obstacle légal rendit cela impossible. En tant que non-citoyenne, elle n'était pas éligible à l'adoption, et son statut migratoire ne montrait aucun signe de changement. Les années passèrent,
et Margot s'épanouit dans les mêmes circonstances difficiles. Influencée par la bonté et la force inébranlable de Regina, elle devint une femme belle, compatissante et intelligente, aspirant à devenir médecin. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Margot décrocha une place dans une prestigieuse université, se distinguant par ses études et obtenant des honneurs académiques. Elle aurait facilement pu trouver sa place dans un établissement médical de premier plan. Cependant, le destin en décida autrement. Après ses études, Margot rencontra Gabriel et tomba profondément amoureuse de lui, amour qui aboutit à une grossesse inattendue, les laissant tous les deux dépassés et effrayés. Margot passa d'innombrables nuits à pleurer, incapable de supporter l'idée d'avorter mais aussi peu préparée à assumer les responsabilités de la maternité. Gabriel la console et, entre larmes et confusion, lui demande en mariage, « Mon amour, je te promets que nous surmonterons cela », assure-t-il. Il l'étreint avec tendresse et soutien. Cependant, sa promesse est brisée brusquement lorsqu'il décède dans un accident dévastateur quelques mois plus tard. Une nuit, des mois après, Margot cherche Gabriel, préoccupée par une soudaine vague de maladies graves. Des nausées et des douleurs aiguës lui tordent l'estomac. Gabriel promet de venir immédiatement, mais Margot décide de contacter le médecin si son état empire. Heureusement, sa santé s'améliore, mais Gabriel n'arrive jamais. Il était en chemin pour la rejoindre lorsqu'il a eu un accident fatal. Leurs projets de mariage sont cruellement anéantis. Après les funérailles, les parents de Gabriel, qui avaient initialement accueilli favorablement leur relation, tournent le dos à Margot et à son enfant à naître. La belle-mère de Margot l'attaque, « Tu ne signifiais rien pour Gabriel, et qui sait de qui est cet enfant que tu attends? Il pourrait même ne pas être le sien. Tu complotais probablement pour lui prendre ses biens. Sa mort est ta faute. Il se précipitait pour te rejoindre. Tu es la raison pour laquelle il est parti », assène-t-elle d'un ton acerbe. Ces paroles transpercent le cœur de Margot alors qu'elle pleure la perte de son bien-aimé. Elle porte le poids de la tragédie, bien qu'innocente. Le stress énorme provoque un accouchement prématuré, et Margot donne naissance à une fille. Malgré la naissance prématurée, l'enfant survit. Margot trouve un emploi de médecin à l'hôpital local, jonglant entre ses responsabilités envers Mathilde et son travail exigeant. Elle gagne juste de quoi s'en sortir. Le caractère affectueux et chaleureux de Margot charme tout le monde, surtout le docteur Mario, le médecin plus âgé. Il développe un lien semblable à celui d'un père et d'une fille. Le travail méticuleux de Margot et son attitude compatissante envers les patients et les collègues attirent l'attention du docteur Mario, qui l'apprécie non seulement comme une professionnelle exceptionnelle, mais aussi comme une assistante fiable et une interlocutrice agréable. L'épouse de Mario, Juliette, rend souvent visite à l'hôpital et s'attache également à la jeune femme belle et dévouée. Elle lui offre de l'aide, mais elle refuse toujours, se sentant gênée d'accepter. Elle ne veut jamais imposer ses problèmes aux autres et préfère garder sa vie aussi privée que possible. Un jour, elle rencontre Juliette par hasard dans le couloir de l'hôpital. « Hola Carino. Como está? En realidad, iba a verte, saludo Juliette. Buenas noches, Sonora. Et bueno verte. En que pudo ayudart, répondit Margot avec un sourire radieux. No es urgente, querida. Estaba esperando que me invite a tu casa a tomar el té. Et estado insistiendo con Mario para organizar una reunión con su pequeña hija. Le traje alguna cosa divertida. Mario y yo tenemos una nieta de la misma edad. Un día podremos organizar que jugant, continua Juliette. Margot vacillot, déconcertée par la proposition inattendue et craignant que sa pose soit mal interprétée. Elle admitit avec enthousiasme qu'elle se sentait très mal à l'aise d'inviter chez elle. Après tout, elle vivait dans un appartement loué dans un quartier moins désirable de la ville et ses conditions de vie étaient loin d'être idéales. « Oh, chérie, ça va. Tu n'as pas besoin de te sentir embarrassée. Je comprends parfaitement. Mario et moi avons été dans ta situation auparavant, explique Juliette avant de lui remettre une boîte pleine de livres et de chocolat. C'est pour Mathilde. Fais-lui un câlin de ma part, dit-elle. C'est très gentil de votre part, madame. Je le ferai certainement. Merci beaucoup, répond Margot. Juliette rentre chez elle et entame une conversation particulière avec son mari, qui est surpris de découvrir que sa femme envisage la même idée que lui. Le lendemain, au travail, Mario cherche Margot lors d'un moment de calme. « Écoute, chérie », commence-t-il en s'asseyant sur la chaise du patient avec un sourire. « J'ai une offre intrigante qui pourrait t'intéresser,
mademoiselle Mario, pour que ce soit clair. Je pensais ne pas faire d'heures supplémentaires, clarifie rapidement Margot. Je veux dire, tu es déjà très généreuse avec moi. Mario rit et secoue la tête. Il avait déjà proposé à Margot des heures supplémentaires pour qu'elle puisse gagner plus et lui avait offert de généreuses primes pour son dur labeur. Non, Margot, il ne s'agit pas du tout d'heures supplémentaires. Juliette et moi avons discuté de ta situation et nous aimerions t'aider. Juliette et moi sommes propriétaires d'une confortable maison dans le petit village appelé Puerta del Sol. Elle est vide depuis un certain temps. Nous la visitons de temps en temps pour l'entretenir et effectuer les réparations nécessaires. Nous n'avons jamais envisagé de la vendre, car cette maison renferme d'innombrables souvenirs de mon enfance, explique Mario. Que proposes-tu ? Demande Margot, les yeux remplis de curiosité. Eh bien, il se trouve que le directeur d'une clinique privée à Puerta del Sol est un bon ami à moi. Accepterais-tu si je te recommandais de travailler là-bas ? Il cherche des professionnels dévoués comme toi, qualifiés et fiables dans ton domaine. Il paie très bien là-bas, je dois ajouter. Et toi et ta fille pourriez vivre dans notre maison. Vous auriez un logement sans loyer et vous auriez la tranquillité d'esprit de savoir que la maison est entretenue. S'il te plaît, réfléchis Y, demande Mario. Margot détourne le regard, imaginant les conditions sombres de l'appartement qu'elle partageait avec sa fille. Avoir sa propre maison et obtenir l'emploi de ses rêves semblait être un conte de fées. Une semaine plus tard, Margot et sa fille Mathilde font leurs valises et se préparent à déménager à Puerta del Sol. Dès qu'elles ont fini de faire leurs bagages, une voiture arrive pour les emmener dans leur nouvelle maison, courtoisie de l'assistant de Monsieur Mario appelé Antoine. Antoine se révèle être une personne charmante et, pendant le long voyage à Puerta del Sol, il engage des conversations captivantes avec Margot et Mathilde, rendant le long trajet court avec ses histoires intéressantes et ses blagues amusantes, provoquant des rires parmi les passagers. À leur arrivée à Puerta del Sol, Antoine aide avec les bagages et leur fait visiter la maison comme s'il la connaissait bien. Après avoir partagé du café et discuté amicalement, il leur dit au revoir en leur assurant qu'ils pouvaient compter sur lui s'ils avaient besoin de quelque chose. Et ainsi commence une nouvelle vie pour eux. Au début, tout se passe à merveille. Margot est enchantée par son environnement. Le ciel semble plus bleu, le soleil plus éclatant et l'air porte un doux parfum qui la fait respirer profondément à chaque fois qu'elle sort de chez elle. Son travail se passe aussi bien. Le personnel est sympathique et les préoccupations médicales habituelles la tiennent occupée. Cependant, ils font bientôt face à de nouveaux défis, cette fois-ci venant d'un endroit inattendu, l'école de Mathilde. Le premier jour de Mathilde dans sa nouvelle école est rempli de nervosité et d'anxiété. Mathilde vient de fêter ses 12 ans et a appris à être indépendante depuis qu'elle était toute petite. Elle faisait ses devoirs seule sans avoir besoin de l'attention constante de sa mère et préparait seule ses affaires en général. Mathilde était une fille attentionnée et agréable qui n'a jamais causé de problème à sa mère. Elle était sincère et n'avait pas de secret pour sa mère dynamique, ce qui a bien fonctionné jusqu'à son entrée en 7e année. Mathilde était tellement excitée pour son premier jour dans sa nouvelle école qu'elle avait regardé plusieurs films sur les nouveaux arrivants. Malheureusement, le début était toujours difficile dans ces films, mais la fin se terminait souvent par la nouvelle fille trouvant l'amour avec l'athlète populaire ou subissant une transformation et se faisant des amis. Mathilde ne voulait pas traverser ces épreuves initiales, mais malheureusement, la vie imitait l'art dans son cas. Elle était une fille éblouissante avec une grâce délicate, des yeux bleus captivants et une peau de porcelaine qui la faisait ressembler à une princesse. Les filles locales la voyaient. Mathilde se dio cuenta rapidamente de que los niños podían ser cruel en général. Pensaba que los matones solo atacaban a niños con aparente debilidad. Pero Mathilde enfrentaba una falta de amabilidad como una forastra académicamente avanzada de la ciudad. El primer de clase de literatura, el maestro preguntó sobre el contenido del plan de estudio de su escuela anterior. Mathilde se puso de pie y con orgullo habló de su plan de estudio anterior, que estaba considerablemente avanzado respecto al actual. Sin querer, cometió un error al expresar esta observación, lo que no agradó a los estudiantes local. En ese momento, una chica que estaba sentada detrás de Mathilde y que ya estaba celosa de la chica nueva murmuró en voz baja, entonces está insinuando que somos estúpido y atrasado, ella puso los ojos en blanco con desdén. Parece que no estamos a la altura de su alto estándar. Que suerte para nosotros, el profesor respondió con una sonrisa, alimentando en broma las tensiones existantes. Fuimos bendecidos con una chica tan brillante y atractiva.
Todo de Berian admirarla, Nino, especialment usted, Dijo, lanzando una mirada en direction à Olivier, el chico de la ultima fila. El rostro de Olivier salió inmediatamente, lanzando una mirada de ressentimiento. À partir de ese momento, Olivier empezó a tener antipatia por Mathilde. Desafortunadamente, Olivier era el líder no oficial de la pandilla, un conocido alborotador, lo que significaba que su opinión tenía una influencia significativa. A la sonal de Olivier, el grupo salió sobre Mathilde como una joya de perros adiestrado. Constantement le tiraban de la trenza, expresaban que ya enfadada y en général, eran cruel. Estrella de la ciudad, se burló Olivier, señalando a Mathilde y tratando de escupir en su zapato, pero falló. ¿Cree que puede venir aquí y actuar con superioridad? Nuestro plan de estudio escolar es demasiado lento para idiota como nosotros, no es así, dijo Olivier. Yo no dije eso, protestó Mathilde, pero su palabra fueron ignorada. El enfrentamiento verbal pronto se volvió físico. Con plus jeune y la destrucción de los cuadernos de Mathilde, preocupada por no angustiar a su madre, Mathilde le mintió, diciendo que los había perdido durant un receso de clase. Después de soportar 2 meses de acoso constante, Mathilde empezó a simular enfermedad, dolor de garganta, fiebre matutina, dolor de estómago. Aunque Margot, médica de profesión, no encontró signos de inflammation, no logró entender el deterioro de la salud de su hija ni la aparición de extraña enfermedad. La verdad se reveló accidentalement una mañana durant la visita de Antoine, el asistente del señor Mario, quien solía pasar a ver cómo estaban. Al principio, Antoine solía visitar para obtener consejo, ya que él mismo era padre soltero. Con el tiempo, empezó a traer artículos difíciles de conseguir en el pequeño pueblo, y tanto Margot como Mathilde empezaron a esperar con entusiasmo su visita, invitándolo con frecuencia. Una mañana, cuando Margot estaba a punto de salir a trabajar, le dio a Mathilde un termómetro y le pidió que se tomara la temperatura. Al salir de la habitación, dejó la puerta entreabierta. Antoine, al intentar preguntar sobre la salud de Mathilde, se acercó a la habitación. Pero se detuvo al ver la puerta entreabierta y notar a Mathilde tratando de calentar el termómetro con una taza de té caliente. Sin pensarlo, llamó a Margot, a quien intentaba entender que estaba pasando. Algo no está bien. ¿Por qué hiciste esto? No tenga miedo. Te prometemos que no tendrá problema. Inicialmente, Mathilde permaneció en silencio con los labios apretados, pero cuando las lágrimas brotaron de sus ojos, abrazó el cuello de su madre entre sollozo desgarrador. Ya no pudo ir a la escuela. Ali no le agradó a nadie. Todo me intimidant. Durant la clase de gymnasia, me empujaron tan fuerte que me lastimé. Escondant mi cosa, las tirant a la basura, dicen que, como soy de la ciudad, siempre pudo comprar cosa nueva, rompen mi cuaderno, arruinant mi libro. No importa lo que haga, simplement se rien de mí. Ni siquiera pudo participar en las discusiones en clase, eso los enfureció más. Después de escuchar los dolores de Mathilde con revelación, Margot le permitió quedarse en casa, llamó a la clínica para informar que no iría a trabajar y rápidamente fue a la escuela. Aunque Antoine se ofreció a acompañarla, ella rechazó la oferta y optó por enfrentar la situación sola. El director de la escuela no estaba presente ese día, así que Margot fue recibida por una consejera escolar. Tras escuchar las preocupaciones de Margot, la consejera de mediana edad, y ocasionalmente deteniéndose para comer galta, explicó las complejidades de la adolescencia. Tu hija está atravesando una fase desafiante, comenzó. Está explorando nuevos intereses, tratando de hacer amigos y encontrar su lugar. Quizá incluso se involucra en dinámica romántica temprana. Creo que puede estar interpretando el comportamiento de su compañero hacia ella de manera demasiado intensa, concluyó casualmente. Ciertamente hablaré con los estudiantes, continuó. Pero Mathilde no hesita a encontrar su propio camino en el entramado social de la escuela. ¿Está de acuerdo, Margot? Margot se mantuvo firme y respondió, quiero que tenga una infancia feliz. No debería tener que soportar las cruel bromas de su compañero solo porque destaca en su estudio. La vida en pubertad del sol también presentaba de sa fille. Étant une jeune célibataire attrayante,
elle ne montrait pas beaucoup d'intérêt pour la scène sociale locale ni pour les hommes du coin. Cependant, les femmes du village l'aperçurent rapidement comme une menace dans une petite ville où tout le monde se connaissait, même les incidents mineurs devenaient rapidement des ragots. La petite et délicate Mathilde, normalement gentille, ne put plus contenir sa colère refoulée. Elle se retrouva dans une situation délicate pour la première fois de sa vie. Les perturbateurs n'apprécièrent pas sa résistance, mais cela leur donna l'élan pour une autre farce cruelle. En classe suivante, un élève mit secrètement du chewing-gum dans les cheveux de Mathilde. Heureusement, Mathilde s'en rendit rapidement compte et parvint à en enlever un peu. Cependant, cet incident donna une idée cruelle à Olivier. Après l'école, Olivier et sa bande coincèrent Mathilde et commencèrent à lui mettre de la colle dans les cheveux. Quand Margot rentra chez elle, elle découvrit une scène terrible. Mathilde était dans la salle de bain en train de pleurer, ses beaux cheveux longs qu'elle tentait de nettoyer avec du shampoing étaient emmêlés et collés. Le côté droit de sa tête était couvert de colle, atteignant presque les racines. Margot consola sa fille angoissée et l'emmena chez le coiffeur. La coiffeuse, une femme gentille, comprit immédiatement la situation. Elle regarda les yeux pleins de larmes de Mathilde et lui adressa un sourire réconfortant. « Nous allons te faire une coupe de cheveux moderne qui rendra tout le monde vert de jalousie, promit-elle. » Mathilde soupira seulement et détourna le regard de son reflet dans le miroir. Malheureusement, en raison de la quantité de colle dans les cheveux de Mathilde, il fut nécessaire de les couper presque entièrement, la laissant presque chauve. Cependant, quand Mathilde vit son reflet, ses yeux s'écarquillèrent. La coupe drastique était une surprise. « Maman, je ressemble à une rockstar », rit Mathilde. Margot, retenant ses larmes, approuva. « Bien sûr, tu as l'air impressionnante. Ce nouveau style te va très bien. » Elle déposa un baiser sur la main de sa fille. « Tes cheveux vont repousser. » Ce soir-là, après avoir souhaité bonne nuit à Mathilde, Margot se retira dans sa chambre et se mit enfin à pleurer. Elle appela la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance, la seule personne à qui elle se sentait à l'aise de révéler sa vulnérabilité, Antoine. « Pourquoi les gens ici sont-ils si cruels avec nous? Que avons-nous fait pour mériter ça ?» Antoine se lamenta, la voix cassée par l'émotion. De l'autre côté, Antoine offrit son soutien et sa préoccupation. Il était actuellement hors de la ville pour le travail, mais il promit d'être à ses côtés dès son retour. Il lui conseilla de ne pas prendre de décision hâtive avant qu'il puisse être là avec elle. Pourtant, le lendemain, Margot retourna à l'école, déterminée à rencontrer le directeur, même si cela signifiait attendre dans son bureau pendant plus d'une heure. Lorsque l'homme arriva enfin et entendit ses plaintes, il haussa les épaules. « Je pense que votre fille a besoin d'apprendre des compétences sociales, » argumenta-t-il. Elle ne s'entendra pas avec tous les professeurs de l'université ou avec tous les futurs patrons de son lieu de travail. C'est quelque chose qu'elle doit reconnaître et accepter. Mais cela ne relevait pas seulement d'un désaccord. On la persécute. On lui a jeté de la colle dans les cheveux ici même, dans votre école, sa colère monta et le directeur se tortilla sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Je suis désolé d'entendre ça, mais les enfants peuvent jouer brutalement. Vous n'avez peut-être pas compris les conséquences réelles. Il pensait que cette réponse était appropriée compte tenu de sa position de directeur. La colère de Margot s'intensifia encore plus devant cette réponse. Voyant sa réaction, le directeur décida de contre-attaquer avec une stratégie offensive. Son ton se durcit. « Ne dépassez pas les bornes, conseilla-t-il négligemment. Je pense que les rumeurs sur vous sont vraies. Comme vous venez de la grande ville, vous pensez que tout le monde devrait se courber devant vous. Laissez-moi vous dire que nous n'avons pas de patience pour les gens dramatiques et déraisonnables. » Margot resta bouche bée devant ces paroles. Ses yeux se posèrent sur le bureau du directeur et atterrirent sur un tube de colle. Sans réfléchir, elle le saisit avant qu'il ne puisse réagir et vida son contenu sur sa tête. « Que faites-vous, folle » s'exclama-t-il en se levant de sa chaise. « Je suis venu pour des professeurs comme vous. De plus, il semble que les personnes hystériques aient droit à ces libertés, n'est-ce pas ?» Elle jeta le tube vide sur son bureau et ajouta, « Vous n'avez que de la colle normale dans vos cheveux. Un peu d'eau ou d'alcool devrait suffire à la laver. Ma fille n'a pas eu autant de chance. » S'ensuivit un silence, et l'air était chargé de tension. La mère et le directeur se fixèrent du regard. Aucun d'eux ne bougea. Le directeur, avec les cheveux collants, sortit de sa transe, passant d'un administrateur scolaire raffiné à un homme grossier et offensant, proférant des insultes et des menaces.
Son discours furieux résonnait derrière elle lorsqu'elle partit. Le reste de la journée de Margot fut rempli de tristesse. Il semblait inévitable qu'elle doive retourner en ville. Elle décida de retirer sa fille de cet environnement. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans une école où les enseignants, sans parler du directeur, montraient il semble que j'ai été interrompu involontairement. Reprenons là où nous nous sommes arrêtés, un manque total de discipline. Ces sombres pensées furent interrompues par un coup à la porte de la clinique. À l'entrée, il y avait une voiture sombre familière et une silhouette grande tenant un bouquet de fleurs. Elle courut avec enthousiasme vers Antoine, ressentant une vague de joie en le voyant. Leur relation avait clairement évolué d'une amitié à quelque chose de plus profond. En rentrant à la maison, Margot raconta les événements tumultueux de sa journée. Antoine trouva la scène qu'elle avait provoquée dans le bureau du directeur particulièrement amusante. Cela semble assez clair, admit-il en riant, mais on dirait que cela vient de mettre fin de manière concluante à notre vie paisible à Puerta del Sol. Sans parler du fait que j'ai mis en danger l'éducation de Mathilde ici. Mais je ne peux pas non plus supporter l'idée de la laisser dans cet endroit. Prends les choses avec calme, tout ira bien, crois-moi, et rappelle-toi que nous avons le week-end devant nous, répondit Antoine avec un sourire espiègle. Margot le regarda avec curiosité, mais elle savait bien qu'il ne révélerait pas ses plans. Alors qu'ils continuaient leur voyage, elle réfléchissait à ce que Antoine pourrait être en train de planifier et comment il prévoyait de la soutenir. Il était un homme merveilleux et affectueux, mais son rôle en tant qu'assistant de Monsieur Mario n'était pas une solution magique à leurs problèmes. Quand ils arrivèrent à la maison, Mathilde et une visite surprise les attendaient avec impatience, une petite fille aux cheveux sombres qui ressemblait à une version miniature de Antoine. Aujourd'hui, j'ai amené ma fille. Comme tu peux le voir, j'ai pris la liberté de laisser ma petite Anna chez toi avant de venir la chercher. J'espère que tout ira bien, dit Antoine. Voyant le large sourire de Margot, il continua avec plus de fermeté, « S'il te plaît, fais connaissance avec ma petite Anna. » Mathilde et Anna s'entendirent immédiatement. Ils passèrent une soirée charmante à savourer un délicieux dîner et à discuter. Anna les invita à les accompagner en ville le lendemain, soulignant que Mathilde avait besoin de temps pour se détendre après son récent tourment. De plus, mes parents nous ont invités à dîner, mentionna Antoine de manière décontractée. Il rit et ajouta, ils sont très impatients de rencontrer la personne qui me fait marcher comme un fou dans la maison avec un sourire niais. Le samedi suivant était réservé à une série d'activités qui ne manquèrent pas de plaire. Après une journée passionnante remplie de shopping, de visionnage de films, de promenades tranquilles dans le parc et de visites de musées, le groupe arriva enfin devant une grande et pittoresque maison. Debout à la porte se trouvait un couple venu les saluer. « Bonjour Margot, cela fait un moment », salua son ancien patron. Son regard se posa sur la belle jeune fille blonde à côté de lui. « Et qui est cette charmante jeune fille ? Serait-ce la célèbre Mathilde ?» Mathilde n'hésita pas et lui tendit rapidement la main de manière affectueuse et polie. « C'est merveilleux de te revoir, » dit-elle, et Juliette serra chaleureusement Margot dans ses bras. « Il semble que mon fils ait finalement décidé de t'amener ici. J'ai dû le persuader sans cesse, » plaisanta-t-elle. Margot rendit poliment le salut tandis que Mathilde se sentait à l'aise dans l'atmosphère accueillante. « Je m'excuse de ne pas te l'avoir dit plus tôt, » dit Antoine alors qu'il s'asseyait sur le banc du jardin. « Mon père ne voulait pas que tu te sentes mal à l'aise, alors il m'a présenté comme son assistant, et nous n'avons jamais trouvé le bon moment pour révéler la vérité. » « Eh bien, c'est une surprise, mais c'est bien, » s'exclama Margot en souriant alors qu'elle posait sa tête sur l'épaule de Antoine. « Je me sens chanceuse de connaître tes parents. Ils sont charmants, et tu as vraiment de la chance de les avoir. » Antoine lui rendit le regard, sentant une pointe d'anxiété en se rappelant que Margot n'avait pas ses propres parents. Il avala sa salive et répondit brièvement, « Oui, tu as raison, ce sont des personnes merveilleuses. » Tu sais, Antoine, personne ne s'attendait à ça soudainement. Il y a quelqu'un qui adorerait être ici aujourd'hui. « Et qui serait-ce » demanda Antoine, surpris et excité. Elle garda le silence pendant un moment, avec une expression intrigante. « Penses-tu que tu pourrais m'emmener quelque part maintenant même » demanda Margot. « Oui, bien sûr » répondit Antoine en composant un numéro sur son téléphone. Sans plus de préambule, le couple se dirigea vers la maison de quelqu'un de très spécial pour Margot. Après un léger coup à la porte, celle-ci s'ouvrit, révélant une surprise pour une vieille dame. « Bonjour, Madame Regina » salua Margot cordialement en déposant un doux baiser sur la joue de la femme.
Pardon pour l'heure si tardive, j'étais tellement excité que je ne pouvais pas attendre jusqu'à demain. Elle échangea un regard complice avec son compagnon et présenta Antoine. Je te présente ma mère, dit Margot. Le monde silencieux et gris de Regina s'effondra, laissant place à une réalité vibrante, colorée, pleine de vie et submergée par l'émotion. Regina serra Margot dans un long et chaleureux étreinte. Après un moment, elle leva les yeux pour rencontrer le regard de Antoine et lui sourit chaleureusement. C'est un plaisir de te rencontrer, jeune homme. Tu es vraiment chanceux. Tu es la deuxième personne à me le dire aujourd'hui. Merci, répondit Antoine sincèrement. Le reste de la nuit se déroula dans un tourbillon joyeux de souvenirs partagés, de larmes et de rires. Ce moment devint une occasion spéciale et inoubliable pour tous. Les vies de Margot et Mathilde changèrent de manière magique et solidaire grâce à la présence aimante de Antoine et à la redécouverte d'une figure maternelle perdue depuis longtemps. Ce fut un week-end extraordinaire dans la vie de Margot, un week-end rempli d'une telle félicité que le lundi imminent ne semblait plus aussi terrifiant. Mais lorsque la nouvelle semaine commença, ce ne fut pas exactement comme Margot l'avait prédit. Le matin, Mathilde se rendit à l'école avec l'anxiété de possibles attaques. Margot ne put s'empêcher de s'inquiéter pour sa fille. Cependant, ses sombres pensées furent interrompues par un coup soudain à la porte. À l'entrée, le visage pâle d'une infirmière apparut. « Docteur, il y a un enfant en état critique. Ce n'est pas clair, mais il semble être victime d'un empoisonnement. » Margot mit instantanément de côté ses inquiétudes et agit rapidement. Sur la table d'examen se trouvait un enfant semi-conscient. En l'examinant de près, elle reconnut le visage pâle de Olivier. À côté de lui, une femme, probablement sa mère, était hystérique. L'odeur forte qui persistait sur les vêtements de l'enfant indiquait que l'empoisonnement était dû à quelque chose qu'il avait inhalé. La médecin commença à lui administrer un traitement, une demi-heure plus tard. Olivier était en sécurité dans un lit d'hôpital, sa vie n'était plus en danger, sa mère, les larmes aux yeux et remplie de gratitude, remercia profondément Margot. « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il va bien », la consola Margot avant d'ajouter gentiment, « peut-être que cela peut sembler un peu intrusif de ma part, mais je vous suggère d'avoir une conversation sérieuse avec lui sur les risques liés aux substances inconnues et aux entreprises peu fiables. Plus tôt sera le mieux. » La femme regarda Margot comme si elle avait plus à dire, mais Margot fut appelée pour s'occuper d'un autre patient avant qu'elle ne puisse reprendre la conversation. Olivier retourna à l'école. Peu de temps après, encouragé par ses parents, il présenta ses excuses à Mathilde devant toute la classe. Bien qu'elle ait pu être initialement réticente, Mathilde, aussi compatissante et aimable que sa mère, ne gardait aucune rancune envers ses camarades de classe. Elle décida que chaque défi apportait une opportunité de croissance. Le malheureux incident avec la colle aboutit à une nouvelle coiffure étonnante, et les expériences difficiles conduisirent à de nouvelles amitiés. Ainsi, elle pardonna à Olivier et lui fit preuve de gentillesse. Bientôt, le reste de la classe fit de même en réalisant que Mathilde n'était pas la personne arrogante qu'ils avaient supposée, mais tout le contraire. Dans une tentative de faire les choses correctement, Olivier s'intéressa à Mathilde et chercha à mieux la connaître, l'aidant chaque fois qu'elle faisait face à des défis. Sans le savoir, il améliorait son caractère. Sous son influence, ils passèrent peu à peu de simples connaissances à de proches amis. Margot trouva également sa place dans cet environnement différent. Les parents de Olivier, reconnaissant envers le médecin d'avoir sauvé leur fils, s'excusèrent sincèrement pour les problèmes causés par les actions de leur fils. Ils s'engagèrent à collaborer à la restauration de la réputation injustement ternie de Margot, compte tenu de sa position dans la communauté. Leur perspective influença de nombreux habitants de la ville. En conséquence, les rumeurs malveillantes diminuèrent et furent finalement étouffées par la gentillesse et le professionnalisme de Margot. Margot et Mathilde n'avaient pas l'intention de déménager. Elles trouvèrent leur foyer et leur nouvelle famille à cet endroit. Le village attendait avec enthousiasme le prochain mariage de Margot et Antoine, un événement attendu non seulement par leurs parents mais aussi par leurs amis et leur nouvelle sœur. Enfin, Margot trouva sa part de bonheur. Après tout, la vie fonctionne comme un boomerang, ce que vous lancez tend à revenir vers vous en faisant le bien. La vie, bien sûr, a tendance à vous récompenser gentiment.